Pouvoir vous dire que notre objectif donc de ce soir, c'est de travailler. Donc, on est un petit peu dans une période difficile, on est d'accord, mais on tient le coup, on travaille, et de ce fait, ce soir, ce que nous allons faire, c'est que nous allons corriger ensemble la troisième épreuve du français, comme je le ferai en fait avec mes étudiants. Donc, c'est de vous donner un petit peu la sensation d'être dans un cours et de pouvoir intervenir en posant des questions. J'espère que vous avez travaillé le sujet. Donc, j'ai choisi un sujet qui est tombé l'année dernière dans le groupement 2, qui est sur l'étude de la langue. Et j'ai choisi aussi la didactique, parce que la didactique, c'est la troisième épreuve du concours, sur laquelle souvent les candidats luttent un petit peu avec cette épreuve-là, et qui pour moi est une épreuve qui se prépare assez bien, à condition d'avoir les outils, d'avoir une méthodologie. Et c'est vrai que l'objectif aussi que je vise ce soir, c'est de vous donner quelques outils, quelques méthodologies pour pouvoir affronter, si j'ose dire, cette épreuve de didactique. En didactique, ce qu'il se passe, c'est que la plupart des candidats, et là je cite en fait les rapports de jury, bricolent des réponses en mobilisant quelques connaissances qu'ils ont, en mobilisant quelques expériences, quelques souvenirs. Or, le maître mot en didactique, il faut que vous le sachiez, c'est la rigueur. Vous devez être rigoureux dans le lexique et dans la terminologie que vous allez employer. Vous devez être rigoureux dans la présentation de votre didactique, dans ce que vous dites, dans l'analyse, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir. La didactique ne s'improvise pas, vous l'aurez bien compris, donc vous allez devoir avoir des connaissances. Les connaissances, eh bien, peut-être que vous ne les avez pas, hein, parce que si vous n'avez pas suivi de prépa, sinon ben, vous les aurez. Les connaissances, c'est aussi ce que moi j'essaie de donner à mes étudiants. Et puis vous devez avoir aussi la connaissance des programmes. Donc la connaissance des programmes. Vous savez là aussi que les rapports de jury souvent déplorent que les candidats ne se basent pas sur les programmes. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans, et surtout l'année dernière, la première question de toutes les didactiques qui sont tombées, puisque vous savez qu'il y a 4 groupements, eh bien, c'était d'évaluer la conformité des documents qui étaient présentés au programme en vigueur, voire au socle commun. Donc, c'est une question maintenant qui tombe tout le temps en français, parce que les jurys sont toujours assez étonnés de voir que des candidats peuvent remplir 6 pages de didactique sans jamais se référer au programme. Or, en français, c'est très important. Les programmes, bien évidemment, il ne s'agit pas de les connaître par cœur. Il y a des choses qu'il faut absolument que vous connaissiez. Donc, attends, parce que je suis... Voilà, donc ce que vous devez absolument connaître, ce sont les attendus de fin de cycle. Donc là, en fait, je me suis basée sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire sur l'étude de la langue. Donc ça, il faut que vous le connaissiez par cœur en français. Vous savez que le français se décline selon 4 grands axes qui sont l'oral, la lecture-compréhension, l'écriture et l'étude de la langue. Pour chacun de ces grands domaines, vous allez avoir des attendus de fin de cycle. C'est ce que vous devez connaître. Alors, évidemment, pas à la virgule près, mais par exemple, vous allez bien retenir que, en ce qui concerne on va le voir après, ça une fin de cycle, et vous devez aussi connaître tout ce qui est compétences travaillées. Donc, dans mes attendus de fin de cycle pour l'étude de la langue, il faut que vous sachiez que les élèves, à la fin du cycle 3, doivent maîtriser les accords dans le GN. Vous devez également savoir qu'ils doivent maîtriser les accords entre le verbe et son sujet. Et également, un peu plus compliqué pour des enfants de CM2, l'accord de l'attribut avec le sujet. Le deuxième attendu de fin de cycle, ce sera tout ce qui est analyser le sens d'un mot en contexte. Donc là, c'est plus au niveau du lexique. Et puis, le troisième attendu, ce sera de pouvoir repérer les constituants d'une phrase simple et complexe. Ce que je viens de vous montrer là, c'est ce que vous devez connaître par cœur. C'est ce que votre jury va attendre dans votre copie CRPE. À côté de ça, pour chacun des 4 grands domaines dont je vous parlais, il y aura les compétences travaillées. Les compétences travaillées, vous devez aussi les connaître. Et là, nous, ce qui nous intéresse dans les compétences, toujours pareil, je me suis limitée à comprendre le fonctionnement de la langue. La compétence que nous travaillerons ici, c'est acquérir l'orthographe grammaticale. Donc, voilà ce qu'il faut que vous connaissiez. Après, vous allez lire, et vous ne pourrez pas le connaître par cœur, vous allez lire ensuite dans les programmes ce qu'on entend précisément par acquérir l'orthographe grammaticale. Donc, ce qu'on attend par acquérir l'orthographe grammaticale, eh bien, ça va être, par exemple, d'identifier les classes de mots qui subissent des variations.
Ça va être aussi de connaître la notion de groupe nominal et d'accord. Ça va être également de maîtriser l'accord du verbe avec son sujet. Et très important, d'élaborer des règles de fonctionnement construites sur les régularités. Alors, si on arrive à retenir ça, c'est encore mieux. Mais il est évident qu'au bout d'un moment, vous risquez de ne plus y arriver. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire des cartes mentales dans lesquelles vous partez de l'attendu de fin de cycle, puis vous faites comme ça des branches qui vont vers les connaissances. Et si vous y arrivez un petit peu plus, eh bien, pour chaque connaissance, essayez de remettre une petite branche par rapport aux compétences associées ici. Ensuite, toute l'autre colonne, vous pouvez la lire parce que ça va vous donner des exemples, mais vous ne pourrez pas la retenir parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tout retenir. Donc, il faut des connaissances, il faut connaître les programmes. Alors, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet avec cette didactique qui est tombée l'année dernière. Quand vous allez avoir votre sujet de didactique sur lequel souvent les candidats passent uniquement 1 heure, ce qui n'est pas suffisant, bien évidemment, vous allez devoir, voilà, je regarde en même temps les messages, vous allez devoir bien analyser ce qu'on vous demande. Alors, je lis absolument tout. Il est hors de question que quelque chose m'échappe. Là, j'ai un document 1. Comment enseigner l'orthographe aujourd'hui? Ça signifie que c'est un document didactique. Très important, je regarde toujours la date à laquelle ce document a été publié, 2011. Pourquoi je regarde la date? Parce qu'imaginez que nous ayons un document qui ne soit pas du tout conforme au programme, eh bien, s'il est antérieur au programme, on peut constater qu'il n'est pas conforme, mais on ne pourra pas le lui reprocher. Donc, on est toujours extrêmement attentif à la date d'édition de ce qui m'est proposé. Et puis, nous avons également ici une production de 4 productions d'élèves. Donc là, nous avions l'année dernière, dans le groupement 2, peu de documents. Vous savez que des fois, nous pouvons avoir 3, 4, 5, 6 pages de documents. Il n'y a pas de règle. Une fois que ça c'est bien clair, je lis bien, je lis tout. Il est hors de question que je glisse sur quoi que ce soit. On me demande à partir de l'analyse du contexte pédagogique et des documents 1 et 2 de répondre aux questions. Cette notion de contexte pédagogique est très importante parce que nous avions là un contexte qui était précisé et les étudiants, en fait, les candidats, pardon, ont été assez nombreux à ne pas en tenir compte. Donc, il faut absolument que vous fassiez attention à bien tenir compte de ce contexte pédagogique. Une fois que j'ai vu ça, donc il y a des documents, il y a un contexte pédagogique, c'est parfait, je vais analyser les 5 questions qui me sont proposées. Alors, là aussi, de manière méthodologique, il faut que ce soit très clair. Vous lisez absolument toutes les questions. La raison, elle est qu'en didactique de français, les questions ne se répètent jamais. C'est-à-dire que si vous apportez un élément de réponse dans la question 1, et si vous vous apercevez que c'est le même dans la question 3, ça veut dire que vous avez répondu beaucoup trop en détail dans la question 1. Il n'y a jamais de répétition dans les réponses en didactique du français. Et de ce fait, le fait de lire toutes les questions, ça va vous permettre, lorsque vous allez y répondre, de pouvoir à un moment lever le stylo et vous dire « Ah non, ça je n'y réponds pas, parce que sinon j'anticipe sur une autre question ». Vous me diriez, c'est pas grave d'anticiper sur une autre question, sauf que vous perdez du temps. Or, le temps est extrêmement précieux en français. Et puis, surtout, votre correcteur risque d'être un petit peu agacé de retrouver les mêmes éléments de réponse d'une question à une autre. Donc, c'est très important. On lit le stabilo à la main, les questions, et on essaie de bien comprendre ce qui nous est demandé. Très fréquemment aussi au concours, eh bien, les candidats ne répondent pas à la question posée et sont hors sujet. La question 1, en vous appuyant sur le programme du cycle 3, vous analyserez le dispositif mis en place, vous analyserez. Eh bien, la didactique, c'est ça, c'est l'analyse. Voilà, ce n'est certainement pas la description, c'est de l'analyse. On analyse le dispositif, c'est-à-dire le document 1, et puis éventuellement aussi le document 2. Nous verrons. Donc, j'ai une première question. J'analyse le dispositif, évidemment, en m'appuyant sur le programme du cycle 3. Ça signifie que je vais devoir citer les programmes. Si les candidats ne citent pas les programmes pour cette question, ils n'auront pas tous leurs points. La deuxième question, que pensez-vous du choix retenu par l'enseignant? Que pensez-vous du choix retenu? Ça veut dire quoi, que pensez-vous? Ça veut dire analyser.
Donc là, il faut que vous preniez la phrase qu'a retenue l'enseignant, les mots qu'il a sélectionnés et que vous les analysiez. Ensuite, on me demande quels objectifs d'apprentissage sont visés. Qui dit objectif d'apprentissage dit encore une fois référence aux compétences des programmes. Et à partir de là, je vois que dans cette question 2, je vais avoir en fait deux questions. Je vais avoir la question sur que pensez-vous du choix des mots, mais également une question sur les objectifs d'apprentissage. Et là aussi, il faut faire très attention parce que des fois, dans le feu en fait des réponses, on oublie qu'il y avait une deuxième partie de question. Ma question 3, elle est claire. On analyse les productions individuelles des élèves. Là, c'est clairement écrit, donc nous analyserons. La question 4, qui était une question complexe, et d'ailleurs énormément de candidats ne l'ont pas réussi. La question 4, à quoi l'enseignant doit-il être attentif lors d'une phase collective orale? Donc déjà, c'est pendant la phase collective orale que je dois être attentif, c'est là que je vais cibler mon étude. Et puis, à quoi l'enseignant doit-il être attentif? Vous l'aurez bien compris, ça signifie en fait d'analyser. On va analyser le rôle de l'enseignant pendant la phase collective orale. Et nous avions une dernière question. Quelles activités mettant en œuvre des justifications orthographiques, donc vous allez devoir proposer des activités orthographiques, il n'est pas question de proposer des activités en lecture ou en lecture, on va rester sur l'orthographe, qu'on va proposer après l'activité. Il faut faire attention parce que des fois, on nous demande aussi de proposer des activités avant, et là, il fallait, une fois que tout a été mis en place, proposer des activités. Donc, j'ai lu mes 5 questions, c'est clair dans ma tête, dispositif, le choix des mots, les objectifs d'apprentissage, l'analyse des productions, le rôle de l'enseignant durant la phase orale collective et proposer des activités qui permettront de pouvoir continuer ce qui a été mis en place. C'est clair, je peux commencer. Donc, j'avais une consigne qui me disait à partir de l'analyse du contexte pédagogique. Donc, je vais lire mon contexte pédagogique, je vais l'analyser. Nous sommes au mois d'octobre. Ça peut vous paraître un détail, mais pas du tout. Sachez que tout ce qui est mis en didactique a son importance. Le fait que nous soyons au mois d'octobre, ça signifiait que nous étions en période 1. Et ça avait son importance, notamment quand on analysait les productions des élèves. Donc, on retient, nous sommes en période 1. Nous avons une classe de CM1, CM2, c'est-à-dire que nous avons un double niveau. Un double niveau, ça signifie que je vais devoir en tenir compte. Et ça, dans tous les rapports de jury, en fait, il a été dit que majoritairement, les candidats n'ont pas tenu compte du double niveau. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est la première fois l'année dernière qu'au concours, on proposait en didactique un double niveau. C'était véritablement la première fois et je pense que ça a déstabilisé de très nombreuses personnes. Ensuite, ça peut paraître anodin, peut-être que nous n'aurons pas à nous en servir, mais nous le retenons. Nous avons une classe de double niveau qui est de 28 élèves, un effectif qui est quand même assez important. Ensuite, je retiens que dans ce contexte, l'enseignant propose une activité qui s'appelle la phrase donnée du jour et que cette phrase, c'est « Un vent glacial souffle dans les rues désertes ». Nous allons l'analyser puisqu'elle fait l'objet de la question 2. Nous retenons également que l'enseignant a choisi de proposer les deux modalités qui étaient suggérées par le document 1, des activités qui sont individuelles d'abord, collectives ensuite. Et donc là, le collectif instantanément me rappelle que j'ai une question 4 qui me demande le rôle de l'enseignant lors de la phase orale collective. Donc je sais que c'est pendant cette phase collective qu'il va falloir que j'analyse le rôle de l'enseignant. Une fois que ça c'est clair et que mon contexte est bien posé, je lis toujours très attentivement les documents. Alors, j'ai mon document qui m'explique le déroulement. L'enseignant sélectionne une phrase qui est une phrase sous forme normée. Donc, ça veut dire que s'il la donne sous sa forme normée, ce n'est pas une dictée. Et ça, pour moi, c'est une information importante parce que dans ma question 5, où l'on me demande qu'est-ce que je vais pouvoir proposer comme activité, eh bien, je sais que je vais pouvoir proposer la dictée. Alors que si ça avait été sous forme de dictée, que l'enseignant avait travaillé sa phrase, je n'aurais pas pu proposer la dictée. Là, ce qui me permet de pouvoir la garder comme activité, c'est le fait que là, l'enseignant donne une phrase sous sa forme normée.
et les élèves vont devoir dire tout ce qu'ils savent pour expliquer l'écriture des mots. Et à partir de là, en même temps que je lis ça, comme j'ai des connaissances, eh bien, je vais effectivement mobiliser mes connaissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les programmes insistent, l'EDL, l'étude de la langue, doit permettre aux élèves d'adopter une attitude réflexive. Donc, je sais que là, du moment que je demande aux élèves d'écrire ce qu'ils savent, je les mets dans une position réflexive. Nous savons également que les élèves doivent maîtriser le métalangage. Nous sommes en CM1, CM2. Le métalangage est rentré depuis le CE1. Donc ça, c'est aussi une chose qui pour moi va être importante pour pouvoir analyser. Et puis, je sais que s'ils écrivent, ça va me permettre aussi de pouvoir ça va rendre visible en fait les procédures de mes élèves. Donc là, juste en lisant ça dans mon document, je mobilise mes connaissances par rapport au programme et par rapport à ce que je sais du travail que je dois mettre en place en étude de la langue quand je suis avec mes élèves. Ensuite, nous avons donc un travail qui peut se faire selon deux modalités qui sont annoncées comme complémentaires. Une façon collective, et si vous vous rappelez ce que nous venons de voir, c'est la deuxième étape de notre enseignant. Et puis, il y a aussi une modalité individuelle qui constitue en fait la première étape. Je vous remets juste le contexte pédagogique où vous voyez que l'enseignant choisit l'individuel d'abord, collective ensuite. Donc lui, il ne respecte pas complètement les étapes qui étaient proposées, ce n'est pas grave. Et puis nous voyons que l'enseignant fait travailler ses élèves dans un cahier d'essai qui est toujours ouvert. Alors on n'a pas besoin pour cette didactique, mais c'était quand même une information qui était intéressante si on voulait essayer d'analyser un petit peu la démarche, de voir qu'on a une démarche dans laquelle les élèves sont parfaitement acteurs. Nous avions ensuite 4 productions qui étaient proposées, 2 productions de CM1, 2 productions de CM2. Voilà, donc nous avons ici tous nos documents, c'est clair. Je sais exactement, je suis dans un manuel de 2011, je sais exactement quelles sont les questions qu'on va me poser, je vois à peu près où je vais pouvoir orienter mes réponses, eh bien, je vais pouvoir passer à la question 1. Donc, la question 1, on s'appuie sur les programmes, on analyse le dispositif mis en place, analysé. Donc, je retourne dans mon sujet. Le dispositif, c'est une phrase donnée. La phrase est donc donnée sous sa forme normée. Le maître demande aux élèves de dire tout ce qu'ils savent pour expliquer l'écriture des mots et les élèves notent par écrit leur propre justification. Donc ça, c'est ce que j'ai. J'ai mis sur ce côté-là ce que j'ai de mon sujet. À partir de là, moi, je vais devoir analyser. Si vous vous contentez de marquer dans la copie CRPE, le maître demande aux enfants d'expliquer les mots, vous avez décrit. Vous avez décrit, ce n'est absolument pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est d'analyser. Donc, la première chose que nous pouvons dire par rapport à cette analyse, c'est que mes élèves vont mobiliser les compétences et les connaissances acquises, puisqu'ils doivent pouvoir dire tout ce qu'ils savent. Donc, s'ils doivent dire tout ce qu'ils savent, ils mobilisent les connaissances. Je suis en période 1. Donc, ça signifie que pour les CM1, ça va être majoritairement des connaissances de CE2 que je vais pouvoir ici demander à mes élèves de mobiliser. Pour mes élèves de CM2, ce seront plutôt des connaissances de CM1. Ça, c'est très clair dans ma tête et je peux l'écrire dans ma copie CRPE en disant que tout d'abord, l'enseignant demande aux élèves de mobiliser les connaissances acquises et c'est là que vous dites on est en première période, etc. Et là, j'ai analysé. Ensuite, pour pouvoir écrire leur propre justification, ils vont devoir utiliser le métalangage. Donc, c'est aussi quelque chose d'important. Est-ce que les élèves, premièrement, utilisent le métalangage? Deuxièmement, est-ce qu'ils l'utilisent bien? Et puis, nous nous apercevons que là, nous sommes quand même dans une situation qui est un petit peu complexe, puisque les élèves vont devoir articuler orthographe et classe de mots, puisque nous voyons que l'enseignant, dans les mots qu'il sélectionne, il sélectionne un adjectif, il sélectionne le verbe souffler, il sélectionne un nom. Donc, il sélectionne en fait les classes de mots que les élèves connaissent en CM1 et doivent approfondir après en CM2. Donc, effectivement, ici, on articule orthographe et classe de mots. Donc, dans ma copie CRPE, j'en viens à écrire que nous avons une démarche.
qui va amener les élèves à développer une attitude réflexive sur l'orthographe. Nous ne sommes pas en train de faire un exercice, comme on peut le voir souvent, manuel, page temps, exercice temps. Il y a vraiment ici une véritable attitude réflexive sur l'orthographe. Et comme la question 1 me disait bien qu'il fallait s'appuyer sur le programme, eh bien, c'est le moment pour moi de citer les programmes, et les programmes disent qu'il faut que les élèves comprennent le fonctionnement en privilégiant la mise en évidence des régularités. Nous l'avons lu tout à l'heure, je vous le remets ici. Donc, nous nous apercevons que globalement, nous avons, attendez, bougez pas, j'ai un petit souci, voilà. Nous avons élaboré ici, alors vous remarquerez que je n'ai pas repris textuellement le programme. Par contre, j'ai repris des mots-clés. Les mots-clés, ça va être élaborer des règles de fonctionnement. Donc, moi, j'ai écrit comprendre le fonctionnement en privilégiant la mise en évidence des régularités. Et effectivement, j'ai repris le mot régularité. Donc, si vous voulez, si vous vous faites une carte mentale, vous savez que ce qu'il est important de retenir, c'est qu'on demande aux élèves de comprendre comment ça fonctionne. On ne leur demande pas en étude de la langue d'appliquer, on leur demande véritablement d'avoir une attitude réflexive. Donc voilà, à partir de là, effectivement, c'était ce qu'il fallait donner pour cette question. Véronique, oui. Je me permets de t'interrompre avant que tu passes à la diapositive suivante. Il y a eu une question de Jennifer oui. qui demandait que veut dire forme normée. La forme normée, c'est-à-dire la forme telle qu'elle s'écrit, c'est-à-dire en fait l'écriture correcte. Ce n'est pas une dictée, l'enseignant a écrit au tableau. Voilà, la forme normée, c'est en écriture correcte. C'est bon? Vous me dites si ça fonctionne, donc c'est très bien. Donc, merci Nicolas de ton intervention. Ce qui veut dire que maintenant, la question… Alors là j'ai fait l'analyse de la langue, c'est très bien. Je suis en EDL, donc je fais mon analyse de la langue, c'est très bien. Mais ce qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est qu'il faut que j'analyse le dispositif. Donc, si j'analyse le dispositif, on demande aux élèves d'écrire. Il faut aussi que je me base sur le programme. Donc, si vous vous limitez à tout ce qui est étude de la langue, vous ne répondez pas complètement à la question. Parce que vous savez que dans les programmes, il y a aussi une compétence qui est très importante pour le cycle 3, qui est de recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre. Et là, on est en plein dedans. D'accord? Puisque les élèves recourent à l'écriture pour réfléchir. Donc, ça signifie que j'analyse, une fois que j'ai dit ça, recourir à l'écriture pour réfléchir, ça veut dire que les élèves doivent relier leurs connaissances, on l'a vu, on relie l'orthographe avec les classes des mots. Ils doivent également ordonner les connaissances, on va le voir par moment. Ordonner, je dirais, et trouver une cohérence, c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir à un moment qu'un élève n'a pas été capable d'ordonner ses connaissances et que donc ce qu'il nous propose n'est pas complètement juste. Mais il était très important ici, quand on analysait le dispositif, de bien voir que nous étions dans de l'écriture, d'autant que cette compétence recourir à l'écriture pour réfléchir est très importante au cycle 3. La deuxième étape du dispositif, le maître écrit donc au tableau les remarques, il relance les élèves qui ont produit les remarques, il relance les élèves. Vous avez tous vu ici que nous sommes dans des compétences où les élèves doivent argumenter, justifier les réponses qu'ils ont apportées. Par rapport au programme, eh bien, nous sommes dans de l'oral et nous avons une compétence qui est importante ici, qui consiste à participer de façon constructive aux échanges. Donc, pour confronter des points de vue, donc là, on va juste le citer en disant que nos élèves sont amenés dans cette phase orale dont je ne parle pas plus parce que j'ai une question qui porte dessus. Les élèves vont développer des compétences orales. Et donc, dans mon dispositif mis en place, je m'aperçois qu'il y avait certes à analyser l'étude de la langue, mais qu'il y avait aussi l'écriture et qu'il y avait aussi l'oral. Donc, nous voyons que souvent, c'est le cas dans les didactiques du français, nous avons tout le temps les domaines qui interagissent ensemble. Une fois que j'ai fait ça, j'ai quand même une petite phrase de bilan en disant que mes élèves sont invités à repérer les variations orthographiques en fonction de la classe des mots, verbe, nom, adjectif, en fonction des accords,
dans le gros nominal, du verbe avec son sujet, et c'est là que je vais pouvoir bien donner mon attendu de fin de cycle et de dire que, eh bien, à travers cette séance, les élèves vont travailler la compétence qui sera attendue à la fin du cycle 3, qui est d'acquérir l'orthographe grammaticale. Je pousse un petit peu mon analyse et c'est là que je vais signifier que le dispositif proposé est dans un manuel qui date de 2011. De ce fait, il est antérieur au programme actuel, mais cependant, il s'avère parfaitement en adéquation avec le programme 2018. Voilà, ça c'est important de le dire. Comme ça, nous avons bien montré à notre jury que nous avons pris connaissance de toutes les informations et que nous sommes pertinents. Parce que s'il n'avait pas été conforme, on n'aurait pas pu complètement le lui reprocher, même si c'est vrai que s'il est de 2011, ça veut dire qu'il est conforme au programme de 2008 et qu'il n'y a pas non plus beaucoup de différences. Vous n'êtes pas supposé connaître tous vos programmes, donc vous pourriez là envisager que, eh bien, il n'est pas conforme, mais qu'il est antérieur. Donc, on ne peut pas reprocher à un manuel un manque de conformité s'il a été créé avant les programmes. Ensuite, je continue dans mon analyse, parce qu'il y a quand même quelque chose de très important que la plupart des candidats ont oublié au concours, c'est que si on me demande d'analyser le dispositif mis en place, il ne faut pas que j'oublie qui met en place le dispositif, c'est l'enseignant. Donc, il y a aussi une analyse à apporter sur le rôle de l'enseignant. Ce que je dois dire, c'est qu'à travers, en fait, cette séance qui est extrêmement intéressante, en fait, qui est presque un atelier métalinguistique, eh bien, l'enseignant va pouvoir observer et évaluer les raisonnements des élèves, et ça c'est très important. Pourquoi? Parce que l'écriture rend visibles les procédures des élèves. Et on va le voir, hein, lorsqu'on va étudier les 4 productions, elles sont extrêmement révélatrices des procédures. Et une fois que nous avons les procédures, on va pouvoir effectivement apporter des remédiations. Il va aussi pouvoir évaluer eh bien, s'ils arrivent à utiliser le métalangage, si c'est le bon métalangage, et si par exemple il ne leur manque pas encore certains mots, ce qui est le cas aussi dans les productions qui nous sont proposées. J'en arrive donc ici à la conclusion que ce dispositif va permettre à l'enseignant de réajuster son enseignement en fonction des réponses aux besoins des élèves. Ce sera le moment de parler de l'importance de la différenciation et ce sera de nouveau le moment de dire cette différenciation est d'autant plus importante que nous avons affaire à un double niveau. Voilà. Et là, on peut estimer que nous avons fait le tour de la question 1. Donc, vous voyez tout ce qu'il y avait à dire dans cette question 1. Vous voyez combien il faut absolument tout regarder et qu'il n'y a pas, en fait, d'informations dans le document qui ne soit inutile. Est-ce que nous avons des questions par rapport à cette question 1? Nicolas? Pas de questions pour le moment. Bon, ben écoutez, on continue dans ces conditions. Donc, la question 2, qui est donc une question qui porte sur les choix, le que pensez-vous? Vous vous en rappelez, ça signifie analyser. Donc, nous allons analyser les mots de notre phrase. Un vent glacial souffle dans les rues désertes. On pourrait penser que l'enseignant a comme ça pris une phrase et qu'il a donné, mais pas du tout. Et vous le verrez quand vous serez en classe, ben souvent une petite phrase comme ça, c'est le fruit de beaucoup de réflexions de la part d'un enseignant. Alors, le mot 1, c'est glacial. Oui, on va quand même dans la copie CRPE le décrire un minimum. Il est dans le groupe nominal sujet et c'est un adjectif qualificatif masculin singulier. Je pense que jusque-là, tout le monde y arrive. Mais ce n'est pas suffisant. Si vous dites que ça, vous n'avez pas analysé. Alors, il est déjà intéressant de remarquer une chose, de remarquer que glacial a une particularité, c'est qu'il n'a pas de marque de masculin. S'il avait dit un vent fort, les enfants auraient su qu'il y a un T à la fin de fort, parce qu'ils ont l'habitude qu'on leur dise fort au féminin, ça fait forte, donc tu sais qu'il y a un T. Mais pour glacial, ça va être extrêmement difficile pour les enfants d'arrêter au L en fait, parce qu'ils vont chercher une lettre qui leur permet
permettra. Et comme il n'y en a pas, puisqu'au féminin, glacial ne se distingue pas, n'est pas audible, le féminin n'est pas audible, eh bien, je peux vous certifier que beaucoup d'élèves mettent un E à la fin de glacial. D'autant que la plupart des adjectifs non pas terminés en al, mais terminés en le, prennent un E. Ils ont l'habitude d'écrire facile, ils ont l'habitude d'écrire fragile, et à partir de là, il y a un E. Donc, je pense que ce n'est pas innocent si notre enseignant a choisi glacial. Nous avons ensuite souffle. Alors, souffle, effectivement, dans ma copie CRPE, je vais dire que c'est un verbe du premier groupe. Je vais dire qu'il me permet d'identifier la troisième personne du singulier. Effectivement, souffle prend un E parce qu'il s'accorde avec le sujet. Et là aussi, je ne vais pas m'arrêter là, parce que si vous vous arrêtez là, vous décrivez. Il faut analyser. Et si l'enseignant a choisi un verbe du premier groupe, eh bien, il y a sûrement une raison. Et la raison, c'est toujours la même. C'est qu'au premier groupe, il y a homophonie entre la P3 et la P6, c'est-à-dire que la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel se prononcent de la même façon. Si à la place de souffle, il avait écrit rugit, eh bien, le vent rugit, les vents rugissent. On entend en fait qu'il y a une variation de la morphologie, alors que les verbes du premier groupe ne le permettent pas. Et vous remarquerez que systématiquement, quand les enseignants veulent travailler l'accord du sujet, ils travaillent sur des verbes du premier groupe, pour être sûr que les enfants ne vont pas en fait uniquement se fier à ce qui est audible. Donc ça, c'était quelque chose qu'il fallait dire dans la copie CRPE. Rue, bon, ben oui, il est dans le GN, complément circonstanciel de lieu, et puis c'est un nom féminin pluriel. Mais vous avez bien compris maintenant, ça ne suffira pas. Si l'enseignant a choisi rue, pourquoi il a choisi rue plutôt qu'autre chose? Il y a quelque chose qui est très intéressant et qu'il fallait absolument remarquer parce qu'un élève fait l'erreur. Il fallait remarquer que le E dans rue n'est pas la marque du féminin. D'accord? Le E, il appartient au nom rue. Parce que si c'était la marque du féminin, ça signifierait qu'il existerait un rue, une rue, et qu'une rue serait le féminin de un rue. Or, ce n'est pas le cas. Donc là, il fallait absolument que vous remarquiez que le E ici, si l'enseignant a choisi, il choisit un mot féminin terminé par E, mais dont le E n'est pas la marque du féminin. Et enfin, on avait déserte, l'adjectif, qui est lui aussi dans le GN complément de lieu, qui est un adjectif qualificatif au féminin pluriel, pas de souci. Et là aussi, eh bien, au niveau de l'analyse, nous allons remarquer que contrairement à glacial, la marque du féminin, là, est audible. Désert, déserte. Donc, on entend bien le E, ce E, parce qu'il vient ici appuyer le T. Donc, voilà, vous vous apercevez que si dans une copie CRPE, vous vous contentez de dire ce que je suis en train de surligner en jaune, que glacial est un adjectif, que souffle est un verbe, vous n'analysez pas suffisamment. Vous ne faites pas une analyse et il faut vous questionner sur pourquoi ces mots. Eh bien, l'absence de marque du masculin, l'homophonie, le fait que le E n'appartient pas au féminin, la marque qui était audible, c'était ce genre de choses qu'il fallait dire et qui était importante parce que ça prouve effectivement que vous avez un regard un peu plus professionnel et que vous comprenez qu'un enseignant, lorsqu'il propose une phrase, souvent, eh bien, il s'est interrogé sur les mots et il s'est posé la question. Donc là, j'ai analysé le choix des mots retenus. Que pensez-vous? J'en ai fait une analyse. Je n'oublie pas que j'ai une deuxième partie qui est quels objectifs d'apprentissage sont visés ici. Il ne faut surtout pas que je l'oublie. Donc, les objectifs d'apprentissage, eh bien, les élèves sont appelés à comprendre que le masculin singulier se répercute sur l'ensemble du premier GN. Donc, dans ma copie CRPE, je peux dire sur le non-noyau, vent, son déterminant 1 est l'adjectif glacial. Les élèves sont également amenés à comprendre que le féminin pluriel se répercute dans le second GN. Cette fois-ci, c'est le non-noyau rue avec le déterminant et l'adjectif déserte. Et ils sont également amenés à comprendre que l'accord sujet-verbe va se matérialiser entre un vent glacial et soufflé en conjuguant le verbe à la troisième personne du présent. Comme c'est une question qui porte sur les apprentissages, je vais donc revenir au programme en disant que l'effet de langue choisi correspond au programme. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il vise les objectifs d'identifier les classes de mots variables, de connaître la notion de groupe nominal, de connaître les accords au sein de ce GN, de maîtriser l'accord du verbe avec son sujet. Donc, voilà. Tout ça pour dire que vous voyez que là aussi, il y avait quand même beaucoup à dire sur cette question 2.
Véronique, Oui, je t'interromps pour une question de Clara. oui. Alors, je vais vous la lire à tous, hein, qui dit, pour souffle, par exemple, pourquoi on ne peut pas justifier le choix de l'enseignant par les 2 F de souffle, qui peut paraître compliqué pour les élèves? Parce que nous ne sommes pas dans une perspective d'orthographe lexicale, mais nous sommes bien dans une perspective d'orthographe grammaticale. Voilà. Donc, on aurait pu, mais ce n'est pas ce qui était attendu. D'autant que quand vous regardez après les productions des élèves qui suivent, vous vous apercevez que les justifications qui sont données, c'est par rapport au fait que ce soit un verbe et que les justifications qui sont données, c'est par rapport au fait qu'on ait un adjectif. Donc, si vous voulez, ce n'était absolument pas par rapport aux 2 F. Et s'il y a un enfant, oublie un F à souffle, à part lui dire prends ton dictionnaire et vérifie, j'ai rien à lui dire. Donc, si vous voulez, ce n'était pas ça qu'il fallait voir. Est-ce que Clara Oui, comprend? Clara dit que c'est très clair. Donc, Voilà, merci. Donc voilà, c'était un petit peu le piège qu'il y avait. Il fallait véritablement que vous compreniez que là, ce qui était important, c'était les accords. Est-ce que j'ai d'autres questions, Nicolas? non, pas d'autres questions pour l'instant. Mais Bien. j'ai l'impression qu'ils n'hésitent pas. Donc, je vous Bon, encourage, évidemment, toutes les super, questions que vous avez à poser à Véronique, allez-y, super. on est là pour ça. Oui, absolument, au contraire. Donc, ma question 2 est finie. Vous avez vu qu'on avait aussi pas mal de choses à dire. On arrive à la question 3. On va analyser les productions individuelles des élèves. Donc, il faut analyser production après production. Donc, nous allons commencer par analyser notre production 1, qui est le fruit d'un élève de CM1. Alors, que nous dit notre élève de CM1? Souffle est au singulier, souffle est le verbe. Donc, dans ma copie et même en classe, vous savez qu'on part toujours des réussites. On est bien d'accord? Analyser, ça veut dire qu'est-ce que l'élève a réussi, qu'est-ce qu'il a moins réussi. On est bien d'accord. Donc là, déjà, d'un point de vue positif, eh bien, l'élève a identifié le verbe et l'a nommé. Le fameux métalangage, il est capable de me dire que souffle est un verbe. C'est une bonne chose. Après, il me donne une explication. Alors, comme il faut quand même toujours voir les choses positives, elle est correcte, mais elle est partiellement correcte, son explication. Et c'est à partir de là, effectivement, il me dit en quoi elle est correcte, il me dit le singulier se répercute sur la forme. Mais là où elle est partiellement correcte, c'est qu'il limite en fait l'accord du verbe au singulier. Or, le verbe ne s'accorde pas au singulier et au pluriel. Le verbe s'accorde avec la personne grammaticale, qui peut être elle au singulier ou au pluriel. Il fallait véritablement ici qu'il y ait une réflexion sur la personne. Donc en fait, l'élève ne cherche pas le mot qui génère l'accord, il se limite au verbe et il n'y a pas de référence au sujet. Et vous voyez par rapport au métalangage que l'enseignant pourra observer, comme ce qu'on a vu dans la question 2 ou 1, c'est que là, l'élève, bien, il dit que ça s'accorde, mais il ne me dit pas que le verbe s'accorde avec son sujet. Donc à partir de là, je n'ai pas véritablement de vraie justification dans cette petite production. Il a bien vu que souffle était le verbe, il le met au singulier, mais c'est très insuffisant pour expliquer le fait qu'il y ait E à la fin de souffle. Et il ne me dit même pas que c'est E, il dit il le met au singulier. Alors une fois que j'ai dit ça, je n'oublie pas que je suis en CM1, en période 1, et que tout ce que je peux dire globalement ici, c'est que eh bien, notre élève a des difficultés à comprendre encore la logique de la chaîne d'accords dans le groupe verbal. Voilà. Il n'a pas encore complètement compris que le verbe s'accorde avec le sujet et que le sujet, en fait, le verbe va s'accorder en personne et en nombre. Voilà ce qu'on peut dire de cette production. T'interromps à nouveau. On a une question qui va revenir sur la question 2 de Juliette. Oui. Qui demande, qui dit niveau rédactionnel, c'est possible de donner une réponse sous forme de tiret, avec tiret entre guillemets. Si c'est pas exclu, si dans vos tirés, alors vous pouvez faire une phrase, par exemple une phrase dans laquelle vous allez présenter, et après mettre des tirets si vous n'envoyez pas un texto au correcteur, hein, on est bien d'accord. Donc vous mettez quand même sujet, verbe, complément. Mais en fait, en tant que correctrice, moi ce que je peux vous certifier, et j'ai corrigé ce concours pendant très longtemps, c'est que globalement, on préfère une copie qui a des tirets que lorsqu'on a un gros bloc qui nous arrive et on se dit on va se perdre dans la correction. Alors, sous forme de tiret, mais en ayant quand même fait un effort de verbalisation, un effort de formulation. Voilà. Oui, on peut.
D'ailleurs, quand j'ai mis mes petites rédactions, ça aurait suffi, hein. Après, effectivement, vous ne faites pas de flèches, hein. Là, je vous fais un diaporama pour que ce soit un peu plus clair. Mais après, les flèches, vous ne pouvez évidemment pas les faire. Voilà pour cette production 1. Ai-je des questions pour la production 1? Non, tu as des remerciements de Juliette pour ta réponse. Merci à vous. Donc ensuite, on a notre deuxième production. Donc là, l'élève nous dit que c'est le verbe. Donc, comme pour son petit camarade, il a bien identifié et nommé. Lui, il nous dit, c'est pour ça qu'il prend E. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas en train de dire que c'est du singulier. Il est bien en train de parler de désinence verbale pour repérer le verbe. Vous voyez, ce qui lui permet de repérer le verbe, c'est le fait qu'il prenne E. Et ensuite, il va dire, un vent glacial, tu peux le pronominaliser. Et là, c'est très bien, parce que notre élève, en fait, il a une procédure. Donc, c'est très, très bien à ce niveau-là. Il pronominalise. Ensuite, si nous continuons, nous nous apercevons qu'il revient, il est au singulier, il prend E. Donc, il identifie la personne puisqu'il l'a pronominalisé par il. Donc, c'est bien. En revanche, ce que nous remarquons encore une fois dans cette production, c'est qu'il se limite au verbe. Il ne va pas dire un vent glacial et le sujet. Et donc là, une chose est sûre, c'est que si on est le maître de cette classe, eh bien, on sait qu'il va falloir retravailler sur le sujet, puisque les élèves n'y font pas référence et que c'est quelque chose, malgré tout, qui est travaillé depuis le CE2, voire le CE1. Ensuite, il y a d'autres choses qui étaient très intéressantes. C'est que contrairement à la production précédente, eh bien, il nous dit comme, il nous dit c'est pour ça, il emploie des connecteurs logiques. Ça veut dire en fait, en employant des connecteurs logiques, qu'il a une attitude réflexive parce qu'il est capable en fait d'articuler son raisonnement. Il est en train de montrer une progression. Et dans le tu peux le pronominaliser, c'est ce que je vous disais, il s'est complètement approprié la procédure experte pour trouver, quand on a un GN et que ce GN est sujet, pour savoir si ça va être la P3 ou la P6, on va le pronominaliser. Et ça, c'est extrêmement important que les élèves le fassent et il le fait spontanément. Et d'ailleurs, c'est très joliment dit, parce que quand il dit tu peux le pronominaliser, on a quand même l'impression d'entendre l'enseignant qui n'arrête pas de le dire et on a presque l'impression d'entendre l'enseignant qui le lui dit. Donc, c'est très bien par rapport à cette production. Globalement, on a un élève de CM1 en période 1. Il aurait été tout à fait possible, si je n'avais pas eu, moi, qu'il était en CM1, j'aurais été tentée de le mettre en CM2, parce que c'est plutôt bien au niveau d'écrire pour réfléchir. Vous voyez bien là que l'élève écrit en réfléchissant. Voilà. Avant que tu passes à la troisième production, pardon de t'interrompre, il y a une question sur la première d'Émilie qui demande, qui fait remarquer qu'on ne parle pas des confusions des homophones dans la production. Oui. Alors, je n'en parle pas absolument parce que les élèves sont en train d'écrire sur leur cahier d'essai. Tout à l'heure, j'avais dit, vous avez vu, c'est important, leur cahier d'essai. Sur un cahier de brouillon, le maître ne va pas tout corriger. Il va corriger en fait la leçon sur laquelle il est en train de travailler. Donc, je ne vais pas en parler. En revanche, je vais en parler après lorsque je vais faire mon petit bilan. Je dirais effectivement qu'il y a quelques petits soucis. Et je ne parlerai même pas de cette confusion parce que ce n'est pas l'objet de la leçon. Vous pourriez effectivement dire qu'ils font des confusions, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Quand on me demande d'analyser la production des élèves, on ne me demande pas d'analyser leur orthographe, on me demande d'analyser leur procédure. Nous sommes dans une séance dans laquelle le maître veut voir comment ses élèves font pour faire un accord dans un GN et dans un GV. Donc, il y a plein de fautes d'orthographe. Le C pour ça écrit SET, c'est évident que là, il y a plein de fautes. Mais n'oubliez pas que les élèves sont sur leur cahier d'essai. Et si l'enseignant les fait travailler sur leur cahier d'essai, c'est justement pour qu'ils osent écrire. Et les enfants savent que là, ils n'ont pas la barrière de l'orthographe. Le statut du cahier de brouillon est quelque chose de très, très important qu'on travaille beaucoup en tant qu'enseignant. On arrive même à avoir des formations sur le cahier d'essai parce que c'est un statut très particulier. C'est un statut dans lequel les élèves peuvent en fait se permettre de faire des fautes. Parce que là, vous devez bien comprendre qu'ils sont en train de se concentrer sur il faut que j'explique des procédures. C'est compliqué pour des élèves, surtout pour des élèves de CM1 en période 1. Donc bien oui, il y a des fautes d'orthographe, il y a des confusions EET et EST, je sais. Mais en revanche, le noter, c'est pas faux, mais vous ne répondiez pas à la question. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour Émilie qui te remercie. Et j'ai une question aussi de Marine qui te demande, pardon, excusez-moi, je tousse, qu'entendez-vous par désinence verbale pour repérer le verbe et la justification du E
La désinence verbale à la P1 CE, à la P2 CES, à la P3 CE, à la P4 CONS, à la P5 CEZ et à la P6 CENT. D'accord? Donc ça, ce sont les désinences verbales. Et le fait qu'ils ne me disent pas que c'est du singulier, eh bien, pour moi, il a bien identifié la désinence verbale en disant il prend un E, parce que le E est la désinence verbale de la troisième personne du singulier. Et alors justement, elle demande si on peut justifier ce E en parlant des groupes des verbes. Ah, on aurait pu, absolument, tout à fait, parce que c'est la caractéristique des verbes du premier groupe, absolument. On aurait pu compléter en disant qu'il accorde bien par rapport aux verbes du premier groupe, absolument, tout à fait, absolument. Tout, oui. Merci Véronique. De rien. Alors, ma troisième production. La troisième production, l'élève nous dit que nous avons, parce que déserte est un adjectif, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il a correctement identifié et nommé l'adjectif, le métalangage là fonctionne. Et comme rue est au féminin, donc il a bien vu la marque du genre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que c'est après qu'il a rajouté le pluriel. Ce petit ajout est très intéressant. Vous savez qu'au concours, quand on a des productions d'élèves, on ne travaille jamais sur les retranscriptions. On travaille toujours sur la production de l'élève. Donc là, c'était intéressant parce que ça montre bien le raisonnement de l'enfant qui, au départ, dit féminin et qui, après, quand il a dû écrire du coup, déserte est au féminin pluriel, s'est dit « Ah, mais j'ai oublié pluriel ». Donc, il justifie à travers les marques de genre et à travers les marques du nombre. Donc, ça, c'est bien. Et il répète « Eh bien, déserte est au féminin pluriel ». Donc, on a encore nos connecteurs logiques, le comme et le du coup. Alors, du coup n'est pas très joli, mais ce n'est pas grave. Hein. Nous avons un connecteur logique qui nous montre effectivement que nous sommes encore dans une réflexion puisque l'enfant arrive en fait à articuler sa réflexion et à la mettre en cohérence. Cette production de CM2 est correcte. Il n'y a pas d'incorrection comme on a pu le voir dans l'autre. Là, comme nous ne sommes plus en train de réfléchir sur l'accord du verbe, il n'y a pas besoin ici d'avoir la mention du sujet, puisque vous voyez ici 4. Le 4 montre que les enfants sont en train de réfléchir à déserte. D'accord ? Il fallait bien faire attention que tous les numéros qui étaient proposés devant les productions des enfants étaient en fait les numéros des mots. Donc là, l'élève réfléchit à désert et en l'occurrence, il me le justifie très bien. Donc là, on n'a rien de plus à dire. C'est bon pour cette troisième production, Nicolas? Écoute, tout a l'air bon, effectivement. Okay. Et puis la dernière, qui était très intéressante, donc là, c'est 3. Donc vous voyez bien que le 3 ici renvoie à rue. Donc, c'est normal que l'élève… Là aussi, les jurys ont un petit peu été mécontents lorsqu'ils ont dit que les candidats n'avaient pas vu en fait que les enfants ne choisissaient pas les mots. Il y avait les mots qui leur étaient indiqués en fonction des numéros. Donc, que fait notre élève de CM2 ? Rue est un nom. Donc, avec son déterminant. Donc, il identifie le nom, il identifie le déterminant. Tout va bien. Mais ce qu'il fallait absolument voir, c'était sa justification. Il nous dit « rue est un nom au féminin pluriel parce que le déterminant l'est aussi ». Et à partir de là, ce n'est pas possible. Là, à ce niveau-là, il y a une erreur de procédure. Parce qu'il est en train de dire que le genre et le nombre du déterminant déterminent le nom. Mais non, ce n'est pas parce qu'il y a les que j'ai du féminin pluriel. Il faut bien comprendre que ça, c'est une erreur de procédure. Et tout à l'heure, quand je vous disais que l'écrit permet en fait de voir comment les enfants organisent et la cohérence qu'ils mettent dans leur justification, là, l'enseignant va se dire, il faut que je prenne du temps avec cet élève, que je vérifie si c'est dans la formulation qu'il a un problème ou si c'est dans la compréhension, puisqu'il est clair que le nom détermine le genre et le nombre du déterminant et pas le contraire. Donc ça, c'était déjà une première chose qui était attendue. Vous ne pouviez pas ne pas le voir. Ça signifie que, eh bien, notre élève ici a de la difficulté à comprendre la logique de la chaîne d'accords dans le GN, cette fois-ci. Ensuite, il nous dit que ce qui fait que ça se termine par ES, et là, eh bien, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, il était très important de noter dans la copie CRPE que le E n'est pas du féminin. L'élève ne peut pas justifier que le mot rue soit au féminin parce que le masculin n'existe pas. Autant le E dans déserte est du féminin, parce que désert, déserte, autant le E dans rue n'est pas du féminin. Et là, eh bien, j'ai un élève qui généralise. Il généralise les règles. C'est vrai qu'on a un système qui est compliqué et qu'il faut très rapidement montrer aux enfants qu'il y a beaucoup d'exceptions et que ce n'est pas parce qu'il y a un E
ben, il se trouve que le mot est féminin. Mais si on avait écrit, par exemple, la tribu, il n'y aurait pas eu de E. Si on avait écrit la vertu, il n'y aurait pas eu de E. La glu, il n'y aurait pas eu de E. Donc là, on pourrait montrer à l'enfant que nous avons des noms féminins qui se terminent par U et qui n'ont pas de E. Donc le E n'est pas la marque du féminin. Et quand on regarde cet élève de CM2, on s'aperçoit que par contre, lui, il y a pas mal de petits points à revoir. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que la production 2 d'un élève de CM1, si moi, je n'avais pas eu les niveaux de classe, j'aurais quand même eu tendance à la positionner en CM2. Et que cette production 4 d'un élève de CM2, si on ne m'avait pas donné le niveau de classe, je pense que je l'aurais mis en CM1. Donc, vous voyez que c'était assez intéressant d'avoir ces remarques. Maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je vais poursuivre mon analyse et je vais faire une petite phrase bilan une fois que j'ai fait ces études. Quand vous avez fait vos analyses comme ça, G par G, pensez toujours à faire une petite phrase bilan. Donc, tous les élèves, aussi bien ceux en CM1 que ceux en CM2, utilisent métalangage. Donc, cette notion de métalangage devait apparaître. Par contre, aucun élève de CM1 n'a mentionné le sujet pour expliquer l'accord du verbe. On revient au fait que l'activité a lieu en début d'année, mais, d'où ma connaissance importante des programmes, nous savons que cette notion est étudiée au cycle 2. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle n'est pas automatisée et que l'enseignant va devoir faire un rappel sur le sujet. Je continue mon analyse en disant, pour revenir à la question que vous m'aviez posée, que ces élèves, en revanche, ne sont pas encore capables de transférer les remarques qu'ils font dans la phrase de données sur leur propre connaissance orthographique, puisque, regardez dans la production 3, au féminin pluriel, il a mis un S à pluriel, alors que c'est un GN, et que c'est un GN au singulier. Donc, il est en train d'expliquer qu'il y a un S parce que le GN est au pluriel, mais lui, quand il écrit pluriel, il met un S. Donc, le transfert n'est pas opéré. Et dans la production 1, si je ne suis pas revenue sur le EET, EST, parce que ce n'était pas l'objet de l'étude, en revanche, il écrit le verbe et il met un S à la fin de verbe. Donc, on voit bien que l'accord dans le GN n'est pas du tout transféré. Et ça nous montre bien que même quand les enfants sont en train de travailler sur des notions, eh bien, elles ne sont véritablement acquises que lorsqu'ils sont capables de les appliquer sans y réfléchir. Et là, ce n'est pas encore le cas. Et ça, les correcteurs attendaient que les candidats le notent. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? On va leur laisser le temps peut-être. Pour l'instant, pas d'autres questions. J'en profite simplement aussi pour vous dire, je vais vous envoyer un lien demain avec le replay. Et du coup, j'ai besoin de vous identifier tous. Il y a une personne que je n'ai pas identifiée dans les présents, c'est la Chica. Oui, rentré en dernier, j'ai pas voulu interrompre, donc je me suis dit que tu le verrais. Oui, je l'ai vu, effectivement. J'ai mis un message qui est peut-être passé inaperçu. Je me demandais si c'était Eva Santamaria. Mais voilà, à vous de me confirmer, s'il vous plaît, que je puisse vous identifier. Voilà. Donc, en tout cas, pas de questions pour le moment. Véronique, tu peux continuer. Donc, on y va pour la question 4. Question 4 qui n'a pas été bien traitée par les candidats au concours. Donc, il fallait revenir sur le contexte pédagogique, un contexte pédagogique qui me dit que je suis dans une classe de CM1, CM2, un cours double, qui me dit que j'ai 28 élèves et que je suis dans une phase orale collective. Donc, essayez juste de vous projeter en classe avec des élèves de CM1, de CM2 et quand il y en a 28. Et ils ont tous travaillé, ils ont tous envie de parler. Et à quoi vous allez devoir être attentif, quel va être votre rôle. C'était ça en fait. Alors beaucoup de candidats disent il va réguler la parole, il va être bienveillant, il va faire de l'étayage, en fait ce que vous avez l'habitude d'apprendre, c'est pas faux, mais simplement vous ne ciblez pas ce qui était attendu. Parce que là en fait, je suis en CM1, CM2, je vais devoir être attentif à des choses qui sont propres en fait à un cours double. Donc déjà, on va veiller à la juste répartition de la parole, c'est-à-dire faire en sorte que chaque élève puisse exprimer ses stratégies. J'ai 4 mots. Sur ces 4 mots, il va falloir que les CM1 et les CM2, puisque là, j'ai fait un cours qui rassemble tous les élèves, puissent tous s'exprimer. Et effectivement, CM1, CM2 vont devoir être dans la possibilité de pouvoir expliquer ce qu'ils ont fait. Ensuite, chaque élève, j'en ai 28, c'est beaucoup quand même. Il fallait quand même que vous disiez que là, si l'enseignant n'a pas fait intervenir ces 28 élèves, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, il aille voir ceux qui ne sont pas intervenus. Donc ça, c'était important. Ensuite,
Il va veiller aussi à ne pas s'emparer des bonnes réponses des élèves les plus à l'aise, les CM2. Vous comprenez ce à quoi je fais allusion. À un moment, il va vouloir que ses élèves de CM1 lui donnent ce fameux sujet, puisque dans les 2 productions que nous avons, la notion de sujet n'apparaît pas. Et ça va être très tentant pour les élèves de CM2 de le dire. Donc là, l'enseignant va être attentif à bien faire en sorte au CM2 de leur dire « ne me donnez pas la réponse », de dire au CM1 « alors à votre avis, quel est le mot qui manque? Qu'est-ce que vous auriez dû dire? Comment vous auriez dû le justifier ?» Et si les CM1 ne le disent pas, alors demandez au CM2, ou même si les CM1 le disent, demandez validation au CM2. On va s'appuyer sur le fait que nous avons 2 niveaux de classe différents. Et ça, c'était ça qu'on attendait dans la copie et qui n'est absolument pas apparu, qui est apparu en fait dans très très peu de copies CRPE. Donc, de ce fait, je poursuis mon analyse en disant que l'enseignant va être attentif à soulever les problèmes spécifiques. Et je reviens sur mes productions. Eh bien, ici, par exemple, cette notion de singulier. Pour les CM1, notre enseignant peut insister sur la nécessité d'apporter une analyse, une justification plus précise. Donc, pendant l'oral, il pourra là, effectivement, plutôt dire, bon, bien, quand vous dites au singulier, est-ce que vous pensez que c'est exactement comme cela qu'on fait quand on veut accorder un verbe? Pour les CM2, il pourra, et ça c'était attendu aussi des correcteurs, il pourra réfléchir avec ses élèves de CM2 et revenir sur les petites annotations apportées en leur demandant « mais là, pourquoi tu as rajouté pluriel ?» pour bien montrer qu'effectivement, eh bien, le droit à l'erreur, on peut se tromper. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Oh oui, c'est bon? Voilà. Est-ce que j'ai des questions pour cette question 4, Nicolas? Je comprends pas, ma chef. Elle a mis un truc, mais... Je crois que vous avez activé votre micro par erreur. La chica, C'est bon? Qui reste toujours mystérieusement anonyme. C'est bon, tu peux poursuivre, Véronique. Oui, et j'ai pas de questions? Non, tu as simplement bravo de justement la chica qui te dit que c'est une très bonne analyse. Donc, Merci, je suis ravie. Alors, la dernière question, qui est une question que je dirais assez classique, d'accord? Donc, on vous demande les activités qu'on va pouvoir mettre en place pour la justification orthographique. Ne me proposez pas une production écrite. Attention, ne me proposez pas quelque chose qui n'aurait pas de lien avec les justifications orthographiques. Donc, nous l'avons dit tout à l'heure, vu que c'est une phrase donnée, eh bien, la première chose que je vais proposer, c'est une dictée. Mais attention, la dictée négociée. Vous connaissez le principe de la dictée négociée. Il y a plusieurs formes. Hein. Une forme que moi, je pratiquais, eh bien, on dicte une phrase, on met les enfants par 2, par 3, par 4 maximum. On leur demande qu'ils comparent la phrase qu'ils ont écrite sous la dictée. Et puis après, lorsqu'il y a des mots qui sont différents, eh bien, entre eux, ils vont essayer déjà de tomber d'accord, de s'expliquer, donc de verbaliser. Pourquoi, par exemple, là, tu les écoutes, ou il les écoute, il met un S à écoute, un enfant peut dire parce qu'elle est. Donc là, il y a toute une négociation qui prend à peu près 5-10 minutes. Et après, effectivement, souvent, on note les phrases des enfants au tableau et ensemble, eh bien, on discute. Tel groupe a proposé cela, les autres, qu'en pensez-vous? Quelles sont vos justifications? La dictée négociée est très importante, elle tombe souvent en didactique au concours et elle est extrêmement efficace. Elle est un peu chronophage, donc on ne peut pas la faire tous les jours, mais c'était une activité qui était demandée. Dans le cas de notre production, on va insister essentiellement sur les accords dans le GN et le GV et on va ainsi pouvoir évaluer les compétences des enfants à reproduire les marques du genre et du nombre. Donc, on va voir s'ils ont bien transféré et surtout, on va pouvoir les écouter quand ils vont négocier et vérifier si tout ce que nous avons mis en place, eh bien, est-ce qu'ils vont toujours me justifier le verbe parce qu'il est au singulier ou est-ce que cette fois-ci, ils parleront de personne? Est-ce que je vais avoir le sujet qui va venir? Donc, la dictée négociée est une activité extrêmement importante et très, très intéressante à mettre en place. On pouvait aussi, oui? Pardon, je t'interromps encore une fois. J'ai une question
Eden qui demande si nous devons proposer des activités, mais aussi les détailler, par exemple sur la dictée négociée. Que j'ai mis là, c'est-à-dire expliquer que la dictée, oui, par contre, vous ne pouvez pas dire uniquement dictée négociée, ce n'est pas possible. Hein. Donc, vous dites, voilà, l'enseignant peut proposer une dictée négociée en insistant sur les accords dans le groupe nominal et le groupe verbal. Il pourra ainsi évaluer. Par contre, elle ne dit pas ce qu'est une dictée négociée. Vous ne la décrivez pas. Moi, je vous l'explique au cas où certains d'entre vous ne sauraient pas ce que c'est, mais vous ne l'expliquez pas dans votre copie CRPE. C'est juste, voilà. Ce que j'ai marqué là, moi, je l'ai fait sous forme de flèche parce que, bien voilà, c'est un diaporama. Hein. Vous le mettez en mots et ça suffit. C'est bon? Eh bien oui, nous dit que c'est très clair et j'ai une question de Marine qui veut bien une réexplication de la dictée négociée. Alors, la dictée négociée. Je prends une phrase, toujours pareil que j'ai choisi, bien compliqué, avec par exemple mettre un adjectif en début de phrase. Et puis par exemple, par expérience, hein, il les écoute, eh bien je vais par exemple essayer de mettre ça dans la phrase parce qu'il les écoute. Beaucoup d'enfants vous mettent un S à la fin d'écoute parce qu'elle est devant. Donc je choisis une phrase d'une ou deux lignes qui est un petit peu complexe et je la dicte. Je la dicte à mes élèves et plutôt que de ramasser après la dictée ou de la corriger directement, je mets mes élèves par 3, par exemple, moi je les mettais par 3, on les met par 3 et on leur dit voilà, vous avez 10 minutes, à la fin de ces 10 minutes, vous me proposez une seule phrase. C'est-à-dire que vous vous mettez d'accord sur les mots que vous n'avez pas bien écrits et vous justifiez pourquoi. Donc là, on peut même désigner un rapporteur, un secrétaire et puis quelqu'un qui viendra après parler. Et les élèves vont devoir ensemble être d'accord. Ils vont devoir justifier. Si par exemple, il y avait marqué tranquille les enfants et qu'à la fin de tranquille, un a mis ENT, eh bien non, ce n'est pas un verbe. Moi, je passe dans les rangs et j'écoute ce que disent mes élèves. Il ne faut pas que ça dure longtemps, ça dure 5-10 minutes. Et après, une fois que j'ai une phrase par groupe, si j'ai fait 4 groupes par exemple, je prends mes phrases, soit je les écris au tableau, soit ils ont déjà fait ça sous étiquette et on colle les étiquettes. Et maintenant, je dis, bon, ben voilà les 4 propositions que j'ai. Donc, quand j'ai des propositions qui sont exactes, on peut les entourer et dire, bon, est-ce que vous êtes tous d'accord, par exemple, à fin d'enfant, vous avez mis un S, on est tous d'accord. Et lorsqu'il va y avoir un mot pour lequel je vais avoir 2 ou 3 propositions différentes, là, je vais dire à mes élèves, alors, je vous écoute. À votre avis, quelle est la bonne proposition? Et on va ensemble continuer à justifier. Et à un moment, on tombera d'accord. Et puis, effectivement, on renverra aux enfants. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi? Etc. Est-ce que c'est plus clair, Marine? Oui, merci. De rien. C'est un très bon exercice, la dictée négociée, et ça permet en fait de dédramatiser un petit peu cette dictée qui ne reste pas une activité ni palpitante, je vous rassure, ni pour les élèves, ni pour l'enseignant. Donc ensuite, on peut proposer comme autre activité une institutionnalisation, ce dont j'étais moi aussi, ce que j'aime beaucoup mettre en place avec les élèves. N'oubliez pas que les programmes nous disent qu'il faut qu'on dégage des régularités et qu'on doit aussi apporter la terminologie, c'est-à-dire le métalangage. Donc là, ce que je ferais bien avec mes élèves, c'est une petite fiche outil très courte. Donc voilà, hein, un exemple de fiche outil. Pareil, hein, vous ne mettez pas l'exemple dans votre copie, mais juste dire le verbe s'accorde toujours avec son sujet, selon la personne, selon le nombre, puisque c'est là que mes élèves ont fait faux. Si le sujet est un nom, on peut le remplacer par un pronom et on met un petit exemple. Cette fiche outil, eh bien, lorsque mes élèves vont écrire en production personnelle ou en dictée, s'ils font une faute, je pourrais leur dire retourne dans ta fiche outil et vois un petit peu comment tu dois améliorer ou essayer de trouver ta faute. Moi, j'avais un cahier comme ça dans lequel tout était numéroté et quand je corrigeais les dictées, eh bien, je mettais par exemple G2, si c'était la règle grammaticale 2, et on avait alimenté comme ça toutes nos fiches outils. Donc, je pense que là, si ça n'a pas été fait, on peut construire une fiche outil, on peut le faire aussi pour d'autres points, mais ça me paraissait une activité très intéressante et ça constitue un outil que les élèves pourront remobiliser. Et puis, eh bien, ce que tous les candidats ont donné, parce que la dictée négociée, elle n'est pas beaucoup venue dans les copies du concours, l'institutionnalisation avec la fiche outil, pas, mais par contre, la plupart des candidats ont proposé des exercices, donc phrase à trous, classement selon la nature, on matérialise les chaînes d'accords par les fléchages, là vous mettez des exercices, vous mettez des exemples, et puis une fois que vous avez fait ça, vous ne vous contentez pas de ça, vous dites que ce sera l'occasion de différencier.
Les exercices ont ce gros avantage, je vais pouvoir mieux cibler les problèmes de mes élèves parce qu'il est hors de question que je donne les mêmes exercices à tout le monde. Au niveau de la justification, ça permet d'observer, de manipuler les éléments grammaticaux. Vous savez que l'observation, c'est quelque chose qui est très, très présent dans les programmes en EDL. Les élèves doivent apprendre à observer, ils doivent manipuler. Je peux aussi donner des exercices de pronominalisation, puisque on s'aperçoit que c'est une procédure importante. Et puis, ça va aussi permettre de consolider les acquis de mes élèves si j'estime que ça peut me servir de petite évaluation. On me demande quelles activités. Plutôt que de faire un long listing, j'en propose 3. Je les développe un minimum. Ça suffit amplement. Et voilà, j'ai terminé ma didactique. Est-ce que j'ai des questions, Nicolas? Oui. Une question de Jennifer qui demande si on peut aussi proposer la phrase dictée du jour. Oui, absolument, tout à fait. On peut, c'est une espèce de dictée négociée, oui, la phrase. Enfin, ça dépend. Si c'est une phrase dictée du jour et qu'après on la corrige comme ça, non, mais la phrase dictée du jour, ou après on peut demander aux enfants de venir l'écrire, on réfléchit ensemble, absolument. C'est même un moyen rapide de dictée négociée. Oui, la phrase dictée du jour était une très bonne idée. Tout à fait. Je ne l'ai pas proposé parce que déjà l'enseignant proposait la phrase donnée du jour et que je trouvais que la phrase donnée du jour était peut-être un petit peu similaire à la phrase dictée du jour. Donc c'est pour ça. Mais ça fonctionnait très bien, Jennifer, oui. Ok, une question d'Eden qui demande, pouvions-nous proposer une phrase comprenant des erreurs, par exemple, où les élèves devront identifier les erreurs et les classer en fonction des types d'erreurs? C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce qu'on est en période 1, parce que je suis jamais fan en fait des phrases où il y a des erreurs. Je préfère en fait dicter, faire une dictée et partir de leurs propres erreurs. Parce que ces phrases avec des erreurs exigent énormément de recul et je ne suis pas fan. Voilà. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était attendu, c'est quelque chose qui a été beaucoup proposé, mais on ne le fait pas beaucoup en classe, ça. On préfère partir de la dictée, de la phrase dictée du jour. Ok, merci Véronique. Deux autres questions. Donc, une question de Maria qui demande pour la question 1, est-ce qu'il y a bien un ordre pour répondre à la question? Non, on a commencé par l'étude de la langue, l'écriture et l'oral. Alors oui, je commence par l'étude de la langue parce que c'est quand même une didactique sur l'étude de la langue, on est bien d'accord. Hein. Mais après, non, il n'y a pas d'ordre. Hein. Non. Okay, par contre, la rigueur, ce que je veux dire, c'est que je commence par l'étude de la langue, j'analyse, puis je dis les programmes, puis après je fais un saut de ligne et là je dis maintenant nous allons voir les compétences en écriture. Oui, la rigueur, la propreté, que ce soit quelque chose de parfaitement structuré. Je ne peux pas parler un peu de l'étude de la langue, puis après de l'écriture, puis je reviens à l'étude de la langue. Ça, c'est pas possible. Hein. Donc je structure parfaitement ma réponse, la fameuse rigueur, mais après on n'était pas obligé non plus de commencer par l'étude de la langue. Hein. Même si là, ça s'imposait, ce n'était pas là-dessus que vous auriez été pénalisé si tous les éléments y étaient. Et enfin, Clara demande, elle dit, on m'avait parlé d'entretien métagraphique. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce qu'on fait dans les… Alors là, ce serait plutôt un entretien métagraphique ou métalinguistique. C'est ce qu'on fait dans la dictée négociée. L'entretien métagraphique, c'est lorsque les enfants sont en train, en fait, de devoir tomber d'accord, de trouver un consensus sur quelle est l'orthographe qu'on va expliquer. Et si vous voulez, ce que propose l'enseignant ici, c'est un atelier métagraphique. C'est-à-dire, méta, c'est ce qui est au-dessus, et il est en train d'amener les élèves à réfléchir, à mettre des mots sur des procédures. Donc, ce qu'il propose est un atelier métagraphique. La dictée négociée passe par un atelier métagraphique, absolument. Et vous pouviez le dire, c'était très bien. Vous savez, moi, ce qu'il y a, c'est que je pars du principe qu'il faut qu'on connaisse quelques termes importants, mais j'évite après les mots qui sont un peu trop jargonneux. Voilà. Mais on aurait pu dire que c'était un atelier métagraphique ou métalinguistique aussi. Eh bien, merci, Véronique. On n'a plus de questions? Écoute, c'était la dernière que j'avais. On peut peut-être leur laisser 2 petites minutes, quelques petits instants pour voir s'ils n'ont pas une autre question qui leur arrive. Mais a priori, tu as répondu à tout.
Bon, bah, c'était avec plaisir. Donc voilà, moi ce que j'ai voulu quand même essayer de faire à travers cette petite correction, c'était de vous montrer qu'on a plein de choses à dire en didactique à condition d'avoir les connaissances. C'était aussi, j'espère que ça vous a donné envie de faire de la didactique et que cela il vous aura été utile de manière à ce que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Vous savez que l'année dernière, on avait fait à peu près la même chose avec une autre didactique qui était une lecture pour le cycle 2. C'était le sujet qui était tombé dans le groupement 2, c'était la sorcière de la rue Mouffetard. Donc j'avais fait un petit peu ce genre de vidéo. Je vous invite à aller la voir sur notre page Facebook pour que vous voyez un petit peu comment on travaille la didactique. Ensuite, que vous dire à part que continuer à travailler, nous sommes dans une période un petit peu difficile, donc on va attendre que les dates du concours arrivent. Et je voudrais juste avoir un dernier mot pour mes étudiants, parce que j'ai vu qu'il y avait Marine, par exemple, qui était là et qui est une étudiante e-learning. Donc voilà, vous dire que quels que soient les changements que nous ayons au concours, vous savez que nous allons nous adapter. On vous a déjà proposé certaines choses. Nicolas a fait des plannings. Vous pouvez revoir tous les lives qu'on a fait cette année. Moi, je vous propose des questions de connaissance de la langue toutes les semaines sur lesquelles je vous fais une petite correction vidéo, des annales. Vous savez également qu'il y a le forum sur lequel nous répondons de manière extrêmement réactive. Donc voilà, il faut que vous gardiez absolument confiance dans ce qui va se passer. Voilà, et vous dire courage, hein, c'est ce que je vous dis, bon courage, vous dire de bien faire attention à vous, de prendre soin de vous, de vos proches, et vous souhaiter bonne chance à tous. Voilà, Nicolas, j'en ai fini. Une question de dernière minute. Attends que je remonte parce que du coup j'étais descendu un peu trop. Donc il y a Jennifer a une question qui était passée à travers ma vigilance qui dit il y a 5 questions dans ce sujet. Oui. Les réponses sont très denses. Est-ce qu'il est possible de répondre aussi spécifiquement en aussi peu de temps? Oui, c'est ce qu'il faut faire. Et oui, le problème de la didactique, et elles sont très denses, la correctrice vous parle. On corrige tellement de la didactique où c'est du blabla, et vous parlez, et vous décrivez, et vous décrivez. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Vous remarquerez que j'ai quasiment rien décrit, que j'ai employé des mots, que j'ai analysé. Alors, ça peut peut-être vous faire un petit peu peur, et c'est vrai qu'il faut des connaissances, hein, mais c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, vous ne pourrez pas tout dire, soyons clairs. Je ne vous demande pas de tout dire. Mais en revanche, évitez de décrire, évitez de blabla, ce que nous on appelle du blabla. Mais majoritairement, c'est ce qu'on voulait voir. Si je reprends la question sur les 4 mots, c'est ce qu'il fallait dire. Il y avait des choses à voir que vous ne pouviez ne pas voir. Donc, je suis un petit peu déçue de devoir vous faire peur. Mais c'est ce qu'on attend. Et si je peux me permettre, Véronique, tu me diras si tu n'es pas d'accord avec moi, mais on n'attend pas non plus de vous une copie idéale, c'est-à-dire qu'on vous propose un corrigé de tout ce que vous pouvez dire, mais ne vous mettez pas la pression à vous dire il faut que je dise tout ça, sinon je n'y arriverai pas. D'accord? Vous ne pouvez pas dire tout ça, mais même si vous en dites que la moitié, ce sera bien. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'écrire. C'est d'écrire. Me dire que l'enseignant choisit un verbe du premier groupe, ben oui, j'espère quand même qu'à un niveau CRPE, vous avez tous identifié que c'était un verbe du premier groupe. Dites-moi pourquoi. Vous voyez? Donc, si vous voulez, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'écrire. Maintenant, si vous dites la moitié de toutes les informations que je vous ai apportées là, eh bien, ce sera suffisant. Vous savez que c'est à ça qu'elle sert la préparation. Moi, avec mes étudiants, on a beaucoup d'informations et au bout d'un moment, les informations se fixent et à force de faire des didas, parce qu'on les fait toutes, eh bien, on s'aperçoit que quand ils prennent une dida, ils savent exactement ce qu'ils cherchent. Donc, la didactique, ça ne s'improvise pas, ça se travaille. Et on ne peut s'améliorer en didactique qu'en faisant des didactiques, parce qu'au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Si demain, au concours, vous avez quelque chose sur l'étude de la langue, vous savez exactement ce que vous cherchez. C'est ce que nous avons fait là. Donc là, ça peut vous faire peur, parce que pour certains, c'est une découverte. Mais quand on a travaillé tout au long de l'année, eh bien, effectivement, ça vient spontanément, naturellement. Et du coup, de 2 messages que je te véhicule de Marine qui te remercie pour tes cours qui sont toujours très complets. Et du coup, Jennifer qui dit qu'elle suit tous tes lives en replay, donc tous les lives qu'on met à disposition des étudiants en présentiel. Et ça a l'air de beaucoup lui plaire. J'avais simplement une dernière question pour être sûr de n'oublier personne. C'était Maria qui posait une question qui demandait, alors je ne sais pas du coup si hors contexte c'est difficile, mais doit-on parler de l'adjectif épithète? On ne travaillait pas, oui, c'était pour déserte. On pouvait, nous,
identifier qu'il était épithète, c'était très bien, et puis c'était tout. On ne faisait que l'identifier dans le sens où c'est des justifications orthographiques, et que s'il avait été attribut, il se serait accordé de la même façon. Donc, si vous voulez, quand vous décrivez, vous pouvez dire que désert, c'est un adjectif qualificatif et qu'il est épithète du nom rue, c'est très bien, mais après, ça va s'arrêter là, puisque la fonction de l'adjectif n'a pas d'impact sur son orthographe, et n'oubliez pas que nous sommes dans une séance d'orthographe. Eh ben, merci Véronique. Voilà, c'est Et bon. merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à vous, merci de votre attention.